Je reçois Mike Mukibai, cadre d'Ensemble pour la République, coordonnateur d'Ensemble pour la République, ville, la capitale Kinshasa. Nous allons parler du pays, tout ce qui concerne la RDC. L'actualité, c'est vrai, reste dominée par les processus, je mettrai ça au pluriel, des négociations, les processus pour les retours de la paix. Mais ici à Kinshasa, la capitale, comme il est coordonnateur d'Ensemble pour la République, ici à Kinshasa, l'actualité reste dominée par les contrôles des documents pour les conducteurs et des véhicules. On commence avec Mike Mukibai par l'agression d'abord de certains opposants au niveau de l'espace Schengen, la diaspora. Mike Mukibai, je pense que vous allez d'abord bien. La santé, ça va? Merci, Dieu garde ses enfants. Alors, Mike Mukibai, les opposants à Kinshasa sont traqués, à l'extérieur du pays, ils sont menacés. Votre lecture des faits? Ouais, la première chose qui me choque, c'est que je n'arrive pas à m'expliquer dans l'attitude de Félix Tshisekedi, c'est qu'il soit devenu insensible à la cause des droits de l'homme. Mais est-ce que Félix Tshisekedi, j'ai l'impression qu'il est si accaparé par le maintien des soucis, de se maintenir au pouvoir, de préserver son pouvoir, que le reste ne le préoccupe pas. C'est Félix ou bien ce sont les zélés? Non, c'est des actes répétés sous son règne et jamais lui n'a dégagé sa responsabilité ici comme à l'extérieur du pays. Jamais il n'a dégagé sa responsabilité, jamais il n'a dénoncé. Mais ce que je dis aux auteurs de ces actes-là, c'est que c'est contre-productif. Ça n'aide pas Félix Tshisekedi. C'est contre-productif. Ça ternit l'image, oui, ça ternit l'image du régime, oui. Ça ternit l'image du régime. Vous avez lu dans Jeune Afrique, je pense, l'article qui fait passer le Conseil national de cyberdéfense pour une police politique. Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit d'une police politique quand des arrestations, des interprétations, je m'interroge à voix, des interprétations sont opérées en dehors de la légalité. En dehors de la légalité. Mais les ministres de la Justice disent clairement que tous ces processus respectent mais attendez, la procédure, respectent les droits. J'ai l'impression qu'il est le seul à savoir lire français. Comment il s'appelle encore? Donc nous ne savons pas lire français. Quand on dit que le Congolais ne peut être interpellé qu'en vertu de procédures qui sont prévues dans la loi, et aller prendre quelqu'un à 1h du matin sans l'entendre, le garder à un lieu secret, ça c'est prévu dans nos textes de loi à nous ou dans ce que lui pense, lui, en tant que ministre de la Justice. Comment il peut dire ça? Moi-même, j'ai été victime de ces interpellations-là, ces arrestations extra-légales. Tu sais combien j'ai souffert, quel traumatisme j'ai dû endurer. C'est bien facile pour lui. Et c'est calfeutrer dans un bureau climatisé et de se foutre complètement de la vie des Congolais. Moi, je suis victime, j'en ai souffert dans ma chair et dans ma peau. Est-ce que j'ai été indemnisé? Ma famille en a souffert. Sérieusement, j'ai été pris comme un malfrat. Mais un malfrat, vous ne les prenez pas comme ça. J'ai été pris devant chez moi un dimanche, cagoulé, tabassé. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, les visiteurs sont traumatisés pour accéder aux personnes détenues? Ah, les visiteurs sont traumatisés pour accéder aux détenus. Mais tout le monde le sait, Jeune Afrique l'a évoqué, des visiteurs se voient bander les yeux. Donc si on arrête votre proche, on doit vous bander pour... les yeux pour accéder à lui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est contre-productif. Tous ces généraux qui étaient détenus dans les lieux secrets, et pour le voir, on faisait mystère autour, il fallait bander les yeux aux visiteurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont en dolo, mais ces actes-là ont laissé des empreintes négatives. Pourquoi tout cela? Ça profite en quoi, Félix Tshisekedi lui-même? Ne s'interroge-t-il pas lui-même? Et ce qui s'est passé pour cela est encore plus grave. On a vu un officier de la garde rapprochée du chef de l'État s'exhiber en public sur ce théâtre-là, dans ces spectacles, sans se gêner. C'est pourquoi je parle de la responsabilité engagée du chef de l'État. C'est un homme de sa garde rapprochée. Et vous vous imaginez qu'il ne se gêne pas, qu'il s'adresse là aux opposants pour dire « je veux m'expliquer avec toi ». S'expliquer quoi? Nous avons des opinions divergentes. Quand vous rencontrez un opposant dans un pub,
dans un restaurant, si vous êtes amis, vous vous saluez, vous pouvez vous parler. Si vous n'êtes pas amis, chacun passe son chemin. C'est contre-productif. Et dans les prochains jours, ce que j'ai appris, en tout cas des sources crédibles, c'est que bien d'autres enquêtes vont être pondues. De la part de la FIDC. Pas contre les régimes, sur ce qui s'est fait dans le secteur des droits de l'homme. Comment dire contre les régimes? Quand les gens se plaignent qu'ils sont traumatisés pour accéder à leurs proches détenus, c'est des Congolais comme vous et moi qui font des témoignages auprès de Mike Mukebayi, auprès de Gramig Legrand. Ce ne sont pas les choses que nous inventons pour dire rapport contre les régimes. Je ne peux pas me l'expliquer. Et ce n'est pas de la politique occidentale parce que ce régime a signé un accord avec les États-Unis. Vous parlez de quel accord? L'accord. Ce n'est pas. Je l'ai déjà dit ici. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas d'accord à ce jour. Je l'ai déjà dit. Je le répète. Il s'agit d'un mémorandum d'entente. Ces documents-là, ce qu'il fait, c'est qu'il trace les cadres d'une coopération future. Il ne s'agit pas d'un accord. L'accord, il est où? Quels sont les engagements que les États-Unis ont pris dans ce texte-là? Quels sont les droits qui ont été créés de part et d'autre entre les deux parties? C'est un mémorandum d'entente. On dit nous allons travailler dans tel secteur, nous nous intéresserons à vos mines, nous allons investir dans les secteurs des infrastructures, et ainsi de suite. Et encore, qu'il reste une inconnue, une grosse inconnue au tableau. Laquelle? Ce n'est pas le gouvernement américain qui viendra investir dans les mines. Ce sont les investisseurs. S'ils y trouvent un intérêt, s'ils n'y trouvent pas un intérêt, ils ne viendront pas. Parce que les gens pensent que nous sommes les plus futés pour maintenant faire comprendre aux Américains leurs intérêts stratégiques. Non, les Américains anticipent sur 10, 20, 30 ans. Si c'était aussi stratégique que ça, ils seraient déjà venus eux-mêmes. Ah, d'accord. Remarquez ce qui s'est passé, je vous donne un exemple, ce qui s'est passé au Venezuela. Trump a opéré son opération, a posé cet acte-là arbitraire, Maduro a été enlevé, et il a dit, j'ai le pétrole du Venezuela, maintenant je peux en disposer comme je l'entends. Il a fait venir les principaux pétroliers, les majors à la Maison-Blanche, Chevron, Exxon, ils ont fait venir. Est-ce que c'est pour autant que ces investisseurs-là se sont rués sur l'or noir vénézuélien? Ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts à aller pour 2 ou 3 raisons, principalement 2 raisons. Un, ça coûte trop cher. C'est près de 100 milliards de dollars à investir pour restaurer les infrastructures pétrolières vénézuéliennes qui sont défectueuses, vétustes. Deuxième raison, c'est que le pétrole vénézuélien est lourd, il coûte beaucoup plus cher à exploiter, donc il est moins compétitif. Vous dépensez beaucoup d'argent pour l'exploiter. Donc ce sont les investisseurs qui vont décider le moment venu. Et alors, quand vous ne réunissez pas les conditions, comme vous l'a rappelé l'ambassadrice Lucie ici avant son départ, elle a dit il y a une année que la RDC ne réunissait pas les conditions pour attirer les investisseurs américains, mais ces critiques-là restent valables. Vous avez du courant électrique. Quand un investisseur va débarquer à Manono, il va trouver du courant électrique où? Quels efforts Félix Tshisekedi a-t-il fourni depuis qu'il est en responsabilité d'ajouter au moins 1 mégawatt sur le taux de desserte en électricité qu'il a trouvé, je ne sais pas, à 8%. Ils vous disent qu'ils sont aujourd'hui à 21%. Ce ne sont que des déclarations. 21%, quelles sont les nouvelles sources d'approvisionnement? Vous dites la tête de la SNEL, hein? Non, ce n'est pas une question du tout. La question du courant électrique dépasse largement la SNEL. Et je suis désolé que souvent la SNEL est prise pour un bouc émissaire et même par les députés nationaux. La pauvre SNEL ne peut rien changer à la situation. Il s'agit d'une question d'ordre structurel qui incombe à l'État, l'organisateur, à l'État pourvoyeur. Il n'y a pas assez de quantité de courant. Ça demande de gros investissements, de gros investissements pour que nous puissions augmenter
la capacité d'Inga, des Zongo, et peut-être réhabiliter là-bas d'autres barrages dans l'arrière-pays, créer d'autres sources d'approvisionnement d'électricité. Ça, c'est de gros moyens qui ne peuvent venir que de l'État. La SNEL n'en a pas. Ça, c'est le premier problème. Non, c'est un bouc émissaire, la pauvre SNEL. Ah, d'accord. Deuxième problème, c'est que le réseau de distribution est complètement vétuste. Alors, la SNEL dispose de 200-500 millions à investir pour te montrer combien ce gouvernement est moins soucieux des problèmes des Congolais. Il existe un programme ici appelé AGRE, un programme de 600 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale. C'est un programme qui est mis en place, si je ne m'abuse, je crois, depuis 2022 ou 2023 par là, donc 3 à 4 ans que ce programme-là est mis en route. Savez-vous qu'à ce stade, le gouvernement congolais n'a consommé que 23 millions de dollars sur les 600 millions total? Et pour cause, les gens veulent qu'on mette cet argent à leur disposition et qu'ils le dépensent comme ils veulent. Un pays qui connaît une grave carence en électricité, en eau potable, on met à votre disposition 600 millions de dollars pour accès à ces services sociaux de base-là. 3-4 ans après, il n'y a que 23 millions de dollars qui ont été consommés. 23, même pas 10% de l'enveloppe globale. Mike, on boucle 6 chapitres sur cette agression, concernant cette agression des opposants, des menaces, ainsi de suite, à l'extérieur du pays. Mais même Mkebaye, jadis, les gens prenaient la diaspora comme un bastion de l'opposition. Mais comment expliquer que même aujourd'hui, l'opposition... Apparemment, on sent que l'opposition ne se retrouverait même pas au niveau de la diaspora, que c'est Félix Tshisekedi qui aurait les vents pour même... moi, je ne sais pas, vous prenez quel étalon pour mesurer, vous mesurez cela en termes d'actes de violence. C'est cela quand vous dites bastion. Moi, je ne sais pas en quoi est-ce que l'opposition était hier, les bastions, la diaspora était hier, les bastions de l'opposition, et qu'aujourd'hui elle a basculé. Moi, je suis démocrate. Moi, ce qui me préoccupe, c'est d'évoluer dans un état de droit, de demander à M. Félix Tshisekedi de m'organiser des élections transparentes. Je vais le battre. Avec mon parti et mon président. Ensemble, va battre. S'il nous organise des élections à la régulière, pas les élections qu'il nous a organisées en 2023, en 7 jours. En 7 jours. Et on veut nous dire que non, il est légitime. 7 jours, là où la loi parle, même pas d'une journée. La loi dit que les bureaux ferment, je crois, de 17h à 18h. C'est ce que la loi dit. Mais comme eux savent lire français mieux que nous, ils veulent nous faire comprendre que quand la loi dit 18h, vous pouvez prolonger à 7 jours et qu'il y a de l'autre côté des oies sauvages qui vont dire oui. C'est cela. Si c'est Kabila qui l'aurait fait, vous serez monté sur le grand chevaux pour crier partout. C'est toujours la loi. Qu'est-ce que signifie la loi pour M. Tshisekedi? Qu'est-ce que signifie la loi pour M. le sociétaire de l'Union sacrée? Donc la loi, c'est que vous l'adaptez à votre volonté. La loi dit 18 heures, vous prolongez à 7 jours, et vous ne vous mettez même pas, vous ne me mettez même pas en cause en disant... soyons quand même modestes pour reconnaître que ce que nous avons fait, le Congo ne l'a jamais connu. Non, vous venez tout fier. Je vois Patrick Mouyaya qui dit le président a été élu. Monsieur, gêne-toi. Tu es étudié où? Ici à l'IFASIC, et on t'a dit que la loi peut être comme ça, tirée, devenir élastique à ton gré, à toi Patrick Mouyaya. C'est quelle loi ça? Alors, Mike Mkebaye, on évolue. Non, il a été... On fait 7 jours des élections. Et moi, j'étais en prison à l'époque. Je suivais au fil 2 jours des élections. Et je me suis rendu compte qu'au 2e et 3e jour, les gens ne savaient même plus où on votait. Donc, on voyait des images de gens qui transportaient des kits électroniques. Tiens, on vote encore à Bonjamboli. Tiens, on vote. Et c'était ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Jusqu'au 7e jour, et si on doit voir les choses en termes de tout le processus au niveau de bureau de vote, on est allé même jusqu'au 20e jour, dépouillement, ainsi de suite, même jusqu'au 20e jour. Mike Mkebaye, on passe très rapidement, on fait, on fait une petite pause, on va prendre... J'ai appris hier que Moïse Katumbi, votre président, était à Rome avec les papes. Nous allons prendre en illustration, vous allez expliquer
Qu'est-ce que Moïse Katumbi était allé faire à Rome? C'est toujours de la politique ou bien là c'était en tant que chrétien catholique? Parce qu'on sait nous tous que Moïse Katumbi est chrétien catholique. Là c'est la religion, c'est la politique, c'est la diplomatie ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez d'abord que Moïse Katumbi est un fervent chrétien catholique. Ouais. Fervent chrétien catholique. Et, mais en ce qui concerne ces déplacements... Les images d'illustration d'été, hein? Ces déplacements au Saint-Siège, il faut d'abord le mettre... Les images sont là. Ouais, il faut d'abord le mettre, voir ça sous l'angle d'un chrétien pieux qui va au Saint-Siège, mais plus d'un acteur majeur de la République démocratique du Congo, qui a un carnet d'adresses, qui par la suite, après l'audience générale, qui a été accordé à monsieur tout le monde, a eu un tête-à-tête avec le pape. Je crois donc vous confirmez qu'il y a eu un tête-à-tête avec il y a eu un tête-à-tête avec le pape. Et je crois que nous, la nouvelle coordination de Kinshasa, nous allons changer de politique là-dessus, même si nous n'accorderons pas forcément nos violons avec notre propre chef Moïse Katumbi. Il est lui beaucoup plus discret quand il s'agit de monitorer ses activités diplomatiques. Nous croyons plutôt, comme on le dit en politique, il faut bien faire les choses et les faire savoir. Donc nous croyons plutôt que nous communiquerons davantage là-dessus. Donc tout autant, Moïse Katumbi n'est pas dans la logique de communiquer beaucoup plus sur ses actions diplomatiques. Mais vous savez, sinon vous apprendrez beaucoup sur ce qu'il fait. Vous savez combien il a été actif pour que nous obtenions du Congrès de la Chambre des représentants des États-Unis, la résolution 559, celle qui exigeait que les dialogues s'organisent sous les formats SENCO et SCC, et qui en même temps mettait Félix Tshisekedi en garde de ne pas se laisser tenter de s'aller à l'idée d'un troisième mandat, et qui exigeait donc que des élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Ça, c'est un travail de fond mené par Moïse Katumbi, mais vous ne l'avez jamais vu sur la place publique pour venir s'en vanter. Mais nous croyons que, comme ces actions-là sont bénéfiques pour le peuple congolais, qu'ils ont un impact, en tout cas, sur la recherche, dans la voie de la recherche de la paix, nous allons davantage les monitorer et chaque fois présenter ces actions-là au public congolais. Alors, c'est vrai, la régie va nous balancer encore ces images en illustration. Mais même que est-ce que cela n'insinue pas les rapprochements? L'Église catholique ne serait pas en train de rouler pour l'opposition en RDC? Ah non, l'Église catholique reste l'Église au milieu du village. Moïse Katumbi a été reçu. Je crois que c'est Félix Tshisekedi manifeste aussi l'intention de se faire recevoir au Vatican. C'est un chef d'État. Il sera logiquement reçu, tout autant que d'autres. L'Église, elle est ouverte à tous. Mais quel est le message à retenir? Parce que là, nous sommes face à un enjeu crucial dans l'est du pays. Il y a cette agression qui dure, là, les déplacements de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a un message? Retenez que dans toutes les capitales du monde où il passe, Moïse Katumbi ne porte qu'un seul plaidoyer, à savoir le retour à la paix par la voie du dialogue. C'est ça la position d'ensemble pour la paix. Ah d'accord, le retour de la paix par la voie du dialogue. C'est cela notre position. C'est clair, c'est ce message-là, ce plaidoyer-là qu'il porte un peu partout. Ah d'accord. Merci beaucoup, Mike Moukebaï. Mais on reste ensemble pour la République. Bon, je ne sais pas. Mais comment est-ce que les activités évoluent? Bon, notre coordination a été mise en place il y a près d'un mois aujourd'hui. Je crois qu'il y a exactement un mois. C'était le 29 décembre, donc nous venons de totaliser aujourd'hui un mois en place comme coordination de Kinshasa. Nous avons décidé de procéder d'abord par l'état de lieu, de nous rendre compte de la situation que nous héritons. Donc nous avons écouté les différents animateurs des structures de base à tous les niveaux à Kinshasa, à commencer par ce que nous appelons chez nous les responsables interfédéraux, les responsables des interfédérations. Ce sont donc les responsables des 4 districts de Kinshasa, et puis les fédéraux qui sont le patron des communes, et par la suite ceux qui animent les sections, donc les responsables sectionnaires. Nous terminons cette opération-là samedi prochain, donc
dans 24 ou 48 heures, c'est selon. Et donc nous allons passer à la deuxième étape, à savoir dynamisation et implantation. Nous commençons autour de la ceinture de Kinshasa pour par la suite nous attaquer au centre de la capitale. Donc implantation, adhésion. Les premières semaines seront consacrées aux adhésions massives au siège même du secrétariat général, donc au siège national du parti Ensemble, en diagonale de la place appelée Station Ma Campagne. Et par la suite, nous allons nous déployer sur le terrain avec la perspective des élections de 2028. Vous pouvez compter sur nous, nous allons remporter ces élections. Alors, Ahmed Moukeba, il y a un message qui circule depuis, je pense, 24 heures sur les nets, sur la toile. Est-ce Francis Kalombe est toujours dans l'Ensemble pour la République? Bon, je n'en sais rien, j'ai lu ces messages-là. Je l'ai lu. Mais c'est vous les coordonnateurs ensemble de la ville de Kinshasa? Moi, je suis coordonnateur de la ville de Kinshasa. Si Kalombo n'est pas sur place ici, il est à Bruxelles. Moi, je ne l'ai pas appelé ces jours-ci pour vérifier ces informations-là. Je crois qu'il est le mieux placé lui-même pour fixer l'opinion. Quand il y a des rumeurs comme ça sur la loyauté et ainsi de suite, ça a l'intéressé lui-même. S'il a choisi peut-être de répondre par le signe. Concernant Francis Kalombo, à chaque fois, il y a ce genre de messages. Bon, vous savez, quand vous dites récurrent, c'est aussi ça les propres des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux ont les chics d'amplifier des rumeurs. Et c'est un peu ça, quoi, le problème. D'accord, on va passer, nous espérons qu'il est toujours dans l'Ensemble pour la République. Mais même Moukébaï, on change de chapitre, on prend l'inauguration de cette université avec de nouveaux bâtiments au Kananga. Comment vous observez cette actualité? Quel est votre avis? Vous pensez que c'est pas de plus? Je vais d'abord vous dire une chose. Il faut que les gens retiennent que quand on parle éducation, quand on parle enseignement, c'est bien d'applaudir quand des bâtiments sont construits. Oui, les infrastructures. Parce que le premier pas à accomplir, c'est de construire les infrastructures. Exactement. Mais les plus fondamentales, ce ne sont pas les infrastructures. Le plus fondamental, ce sont les équipements et les corps enseignants, le personnel. Existe-t-il un corps enseignant? Existe-t-il du personnel qualifié pour assumer toutes les charges horaires prévues dans cette université? Je ne crois pas. J'ai entendu des critiques ici et là, donc je dis, c'est pas évident. Les équipements non plus. Quand il s'agit, je ne parle pas de l'université de Kananga, mais quand il s'agit de branches techniques et technologiques, s'il n'y a pas d'équipement, vous formez des gens pour rien. C'est ça le grand problème. C'est par exemple à l'ISTA. Nos étudiants que nous formons aujourd'hui à l'ISTA, ils ne sont pas compétitifs. C'est regrettable. Mais je crois que nous allons voir par la suite comment ça va évoluer. Déjà, mais c'est quand même à saluer. Hein. Non, mais je t'ai dit en 608 ans qu'il faut un bâtiment pas aussi gigantesque à la dimension des ambitions du Congo. Moi, ça ne m'impressionne pas. Parce qu'il y a une université qui a été créée aussi. On a parlé dernièrement du coup, une université en Mbujimayi. Mais j'ai suivi l'émission de Top Congo en direct où les étudiants eux-mêmes se plaignaient que l'université le campus n'était pas en mesure de recevoir tous les étudiants et que d'autres devaient se débrouiller ailleurs. Mais pendant ces temps, les propagandistes sont à la télé pour dire qu'il y a une nouvelle université. En 8 ans, quelle est la capacité de cette université? Elle recevra combien d'étudiants? En 8 ans, sans compter l'argent qui a été dilapidé ça et là, on aurait dû peut-être aujourd'hui avoir des universités plus gigantesques que celle-là et partout dans la province de la République démocratique du Congo. C'est cela tout le problème ici. Vous ferez plus mieux, vous... Ah ça, vous pouvez être sûr. À la tête du pays. Parce que ce qu'il y a à faire avant tout en République démocratique du Congo, si vous voulez avancer, j'ai toujours dit une chose, c'est dommage, je suis politique, donc partisan. Quand je parle ainsi, les gens pensent que je prêche pour Moïse Katumbi. Mais j'ai toujours pensé que le Congo changera, que l'impulsion viendra le jour où le Congo aura à sa tête un homme qui arrive et qui le dit à lui-même, dans sa conviction intime, qu'il ne vient pas en faire une promesse aux Congolais. Il dit dans sa conviction intime, je ne suis pas là pour m'enrichir. Il aura accompli déjà 30% pour avancer le Congo. Parce que le grand fléau contre lequel il faut se battre en République démocratique du Congo, c'est la corruption. S'enrichissent d'abord. Oui, c'est la corruption. Regardez combien de chantiers sont à l'arrêt à Kinshasa. Combien?
ou avant Sapa Torti, vous avez Arena, ça avance presque pas. Vous posez la question, j'ai posé la question à un homme du régime. Il y a quelques jours, il me dit, bon, les gens se sont servis, des commissions ont été versées à tel ou à tel, et maintenant, l'investisseur n'a plus assez de moyens pour terminer les chantiers. C'est cela le plus grand fléau. Alors, c'est comme aujourd'hui, quand vous posez la question aux dithyrambistes qui sont en face de nous, et vous dites quoi, on est en train de réhabiliter, on est en train de construire des routes. Mais vous savez, le développement est un processus cumulatif à intégrer. Donc vous devez construire là, et votre successeur viendra ajouter là, et ainsi de suite. Donc, alors, ceux qui se frottent les mains aujourd'hui, qui applaudissent que Félix Tshisekedi est en train de réhabiliter les infrastructures routières à Kinshasa, ce qu'ils oublient de noter, c'est que le mandat passé, il y a eu 73 millions de dollars qui avaient été débloqués pour un programme appelé Kinshasa se retrouve. Donc, si cet argent-là avait été utilisé à bon escient, on n'en serait pas là aujourd'hui à réhabiliter, mais à faire autre chose. Avec les millions qui sont dépensés aujourd'hui. Donc, si je parlais dans leur logique, c'est que le premier mandat de Félix, c'était objectif, laisser les routes se détériorer. Deuxième mandat, rabibocher, colmater, et ainsi de suite. Et puis après, on va se mettre à la recherche du troisième mandat pour construire, enfin. Alors, l'actualité, c'est aussi cette interview accordée par l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo. Je vois, il a parlé de la justice, il a dit, il a parlé de tout ça. Comment je vois les attaques également du côté du pouvoir. Comment vous réagissez? Vous pensez que la justice est également, selon Matata Ponyo, il aurait fait face à un procès tribalo-ethnique, tous les juges étaient... Non, je ne commande pas son interview, c'est une interview d'un acteur politique, c'est son opinion, mais si tu me demandes... d'opiner sur la justice congolaise. Exactement. Tu sais, je ne veux pas, moi, ici, être très critique envers la justice, puisqu'elle est à l'image de la société congolaise. La justice aujourd'hui... Oui, elle est à l'image, oui. C'est tout autant que je suis surpris quand les gens veulent attendre des miracles de l'armée. Vous croyez que si tous les secteurs de la vie nationale ne marchent pas, il y en aurait un seul qui va faire exception? Celui-là va faire exception comment? Nous assistons à la faillite de l'État et elle est voulue, elle est délibérée. Ceux qui sont en responsabilité ne font que piller. Ils ont mis l'État par terre complètement. Si jamais l'État pourrait se redresser sur ses ressorts, ils seront les premiers à être entendus, à répondre. Ils savent qu'un État fort signifie redevabilité. Et eux, ils ne veulent pas être redevables. C'est eux qui tuent l'État. Tous les secteurs de la vie nationale sont ainsi dans cette situation-là. Regardez, il y a quelque chose ici qui se passe sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est le mérite de Félix Tshisekedi avec son ministre des Transports. Pour la première fois, la République démocratique du Congo dispose de 2 entreprises d'État dans le secteur aérien. On a Air Congo et Congo Airways. Voyez-vous ça, par exemple? Alors, quand Air Congo reçoit des avions en leasing, Jean-Pierre Bemba et son collègue du portefeuille, ce sont les 2 qui ont été à la base de ces deals-là, et ils font le déplacement, ils vont inaugurer des aéronefs-là qui arrivent pour Air Congo. Mais quand Congo Airways acquiert des avions via la SNCES, c'est la SNCES qui a acheté pour mettre en leasing auprès de Congo Airways. Bemba ne fait pas le déplacement. Il considère que Eteli Bango, il ne vient pas comme la Bango. Vous vous rendez compte dans quel état se trouve le Congo? C'est cela. C'est cela, le Congo. 2 compagnies aériennes publiques. 2 compagnies. 2 dans ce pays. Alors, les pays prospères n'en disposent qu'une seule. Le Congo, qui est si pauvre, lui, il se tape le luxe d'en créer 2 compagnies aériennes. Mais ça ne gêne pas Bemba. Je ne sais pas si lui, il a conscience qu'il existe ici 2 compagnies aériennes publiques. Je ne sais pas si... Vous pensez également que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est,
c'est également en partie à cause de la mauvaise gouvernance, parce que ces régimes ne gèrent pas bien. Là, c'est vrai, Matata l'a dit, mais vous partagez également cet avis ou bien vous avez... Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Les problèmes d'insécurité ne se posent pas qu'à l'Est, à Goma et à Bukavu. C'est vrai qu'à Goma, je m'explique la cristallisation du fait de l'immixtion rwandaise d'une puissance étrangère. Ouais. Je comprends. Mais l'insécurité, elle est permanente à Ituri. Ouais. Après la présence des ADF, l'État a reconnu son impuissance à apporter une réponse à cette menace-là et le gouvernement a fini par recourir à des opérations combinées avec l'Ouganda qui d'ailleurs ne portent pas de résultats à ces jours. Ouais. Mais pire encore, ici dans le Bandundu, les Mobondo sévissent en toute quiétude depuis un certain temps. Ça fait 3-4 ans. Un groupe inorganisé à la structuration artisanale, équipé à peine de manière rudimentaire, mais qui tient tête à l'État pendant 3-4 ans. Il y a donc un sérieux problème de faillite de l'État. C'est cela l'analyse. Il ne faut pas aller chercher les raisons ailleurs. Et je vais vous donner un exemple ici. Permettez-moi, je crois que je l'ai donné, qui illustre assez la faillite de l'État. Parce que de ce côté ici de Mobondo, il s'agit peut-être à la limite d'une question de police. C'est même pas une question de l'armée. Donc ça illustre la faillite. La faillite, et même des chefs Mobondo, il devait aller les arrêter. Il est allé demander au gouverneur de province de mettre à sa disposition un véhicule. Donc déjà, première faillite très grave, un colonel en zone opérationnelle sans véhicule pour aller sur le théâtre des opérations. Sans véhicule, il va... C'est le compte-rendu du gouvernement de l'époque de la province du Maïndombe. Le colonel s'y rend avec à peine 6 policiers. 6 policiers, s'il te plaît. Pendant qu'à Kinshasa, ici, tu vas voir des énergumènes qui se baladent avec de longs cortèges de 20 militaires sans trop savoir quelle fonction ils exercent au niveau de l'État. 6 policiers en opération, tu te rends compte. Et il arrive sur le lieu, qu'est-ce qui se passe? Il met la main sur le chef Mobondo, mais les Mobondo ont été plus malins que lui. Ils se sont retirés en bourse quand lui met la main sur le chef Mobondo et qu'il embarque dans sa véhicule, il se voit encerclé et il doit user des armes, lui, il doit user des armes, lui et sa petite équipe, et il se retrouve à court de munitions. À court de munitions, ils sont attrapés à main et tués à la machette découpée. Tu te rends compte un peu. Les renseignements étaient où? Pour orienter cette opération. Pour dire au colonel, vous vous y rendez? Ok. Nous, selon nos estimations, voilà les forces ennemies. Vous ne pouvez pas vous y rendre avec 6 policiers. Ou si c'est avec 6 policiers, mais peut-être avec des équipements un peu plus lourds que ce que vous avez. Donc ils y sont allés sans aucun renseignement. Et par la suite, il n'y a pas eu d'enquête pour relever les failles et voir comment prévenir à l'avenir. Non, ça s'est passé comme ça. Ce type-là est mort comme ça. Donc, sa mort a été mise au compte pertes et profits. Personne n'en a parlé à l'époque, je crois. C'est Kazadi Peter qui était ministre de l'Intérieur. Il s'en est pas ému outre mesure. Donc, il y a un sérieux problème de faillite de l'État chez nous. Parce que la guerre que nous impose de Mobondo n'est pas une guerre de tranchées où l'armée doit se déployer avec une artillerie, avec un armement lourd. Non. C'est une guerre de renseignement. Les Mobondo, il faut les infiltrer. Il faut être même capable de les surprendre là où ils sont. Parce que les Mobondo ne prennent pas des territoires pour le contrôler. Les Mobondo surgissent, font des incursions et disparaissent. Il faut le combattre par les renseignements. Il ne faut pas le combattre par un déploiement impressionnant des éléments de FARDC. Mais où sont passés les renseignements depuis? Ont-ils formé des hommes à la capacité d'infiltration, d'aller chez l'ennemi et d'essayer de vivre chez l'ennemi et d'être à mesure un jour de dire, bon, vous pouvez maintenant venir, nous sommes à tel endroit.
Est-ce qu'ils sont entraînés? Est-ce qu'ils sont formés à ça? Non. Mais, alors, on fera une pierre de coups. Parlant de Mobundo, il y a le ministre Eliezer Tambwe qui, je l'ai vu, en train de se battre pour essayer de mettre fin à ce qui se passe au niveau dans les grands bandundu, même ici à Kinshasa, Maluku. Comment vous jugez son action? C'est vrai, on va également suivre en illustration ces images du ministre Eliezer Tambwe. Et comment vous jugez son action? Je le suis quand même avec beaucoup d'attention. C'est mon ancien compagnon de lutte. Exactement. Oui, là j'ai rigolé quand je voyais. En illustration, on continue. Quand j'ai vu les dernières images, j'ai rigolé un peu. J'ai dit, ah tiens, mon compagnon de lutte est devenu... il est là, Eliezer Tambwe. Je me suis dit, ah tiens, mon compagnon de lutte est devenu ce que j'appelle, moi, le ministre crapahuteur. Donc il est là, là où ça brûle. J'ai remarqué que quand ça a chauffé à Ovira, au moment où il était descendu. Le Ouazalendo protestait contre la présence du général Olivier Gassita, c'est lui qui a fait la descente. Récemment encore, une descente à Lubao, où la situation était très sensible. Il est là-bas maintenant chez le Mobundo. Bon, j'ai l'impression que son chef lui fait confiance, pas mal, mais je crois que si on peut lui donner des moyens, surtout dans sa nouvelle mission qui cadre avec la préoccupation qui sera posée après la conclusion de la paix, à savoir le désarmement, la démobilisation, parce que ces attributions-là lui ont été confiées. Mais si des moyens peuvent être disponibilisés pour matérialiser... lui doter encore oui, je crois. Mais là, au moins, je me rends compte qu'il est là et quand il sort de là, la calmie s'ensuit quand même. J'ai vu qu'à son départ d'Ouvira, par la suite, le calme était revenu. Ah, d'accord. Donc voilà un peu. Eliezer Tambwe, ministre... Crapahuteur, moi j'appelle ministre Crapahuteur. Là, je vois les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. C'est assez intéressant. Là, il est vraiment en tenue des terrains. Sur terrain, on sent que ce n'est pas le bureau. Il y a ça, moi, je terrain. Merci beaucoup à la régie. Merci également à l'honorable Mike Mukebayi. Mike Mukebayi, l'actualité, on aurait appris via également certains médias que le président de la République devrait retourner en Angola. Comment évolue la suite de tous ces processus? C'est vrai, on voit Togo à Lomé, en Angola. J'aurais même appris qu'il y a une délégation des présidents, des anciens présidents africains qui devraient débarquer, ainsi de suite, au niveau de Kinshasa, à Kigali. La communauté internationale et la communauté africaine, toutes les deux restent logiques à ce qui a été dit depuis le début, à savoir qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise, à cette confrontation. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas envisageable de laisser émerger une solution militaire? C'est que la solution militaire risque de faire que finalement on ne s'attaque pas aux véritables causes de la crise. Elle dure depuis 30 ans. C'est qu'en fait, il y a vraiment des causes profondes et qu'il faut aujourd'hui trouver des réponses à ces causes profondes de cette crise. Et donc, les pressions se sont accrues ces derniers temps. À des pressions sur les régimes? Oui, sur toutes les parties. Tout autant sur Félix Tshisekedi comme sur l'F-23. Vous avez vu que l'F-23, qui pensait que Ouvira s'était cristallisé, a fini par battre en retraite. C'est suite à des pressions. C'est suite à des pressions. C'est bien clair. Mais ces pressions ne sont pas des pressions orientées contre un camp ou contre un autre. Les pressions exercées contre M23 sont un message indirect à Félix Tshisekedi. Ah d'accord, ce n'est pas du triomphalisme de la part du régime en place. Non, pour lui dire ici que demain, quand Doha reprendra, si vous ne faites pas de concessions, ces mêmes pressions seront exercées à vous. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à des sanctions. Ah, d'accord. C'est cela le message qui est passé. Donc les pressions exercées aujourd'hui sur la M23, dans certains jours, ça pourrait également... Oui, Félix Tshisekedi pourrait faire l'objet de mêmes pressions s'il ne fait pas de concessions à Doha. Parce que l'on sait que ce qui a bloqué le plus à Doha, c'est la question des mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers et des pas
n'ont pas été accomplis du côté de Kinshasa. Et donc, c'est par là que les négociations reprendront à Doha. Et donc, les pressions se sont accrues. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui ou demain, incessamment, les chefs d'État membres du panel de la médiation feront le déplacement de Kinshasa et le déplacement de Kigali. Vous avez remarqué qu'à Davos, le roi de Belge a renouvelé la position belge, à savoir qu'il faut aller vers un dialogue. Et même quand le chef de l'État a été reçu par son homologue français, Emmanuel Macron, ça a été la même position. Dialogue, dialogue, dialogue. Et je crois donc que c'est la voie du dialogue qui finira par l'emporter. Mais ce n'est pas facile d'y parvenir. Oui, c'est pas parvenir. Il va y avoir des obstacles ici et là-bas, mais nous y arriverons. Parce qu'il est vraiment pas possible de parvenir à une solution militaire. Mais Mike Moukeba, vous pensez également que Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat? Non, si les gens disent qu'il a une mission, c'est encore mieux. Moi, j'ai dit c'est encore mieux. Félix Tshisekedi devrait quitter le pouvoir jusqu'à ce que Kagame... Non, j'ai dit ceci. Ceux qui disent qu'il a une mission. Mais ça, vraiment, moi, je les encourage, j'applaudis. Donc, ça dit, une mission, on peut l'arrêter à tout moment. Je ne sais pas qui lui a confié la mission. Même c'est cela. Un mandat, encore, on peut dire, l'inscrire dans le temps. Moi, je ne sais pas la mission. Parce que la mission, ils veulent dire qu'il est là. Et mettre fin à la guerre. Il dit qu'il est là, vitam éternel. Tant qu'il n'a pas accompli des objectifs déterminés, fixés, mais ça devient encore beaucoup plus flou. Et le flou dans lequel les plonges peut prêter à n'importe quoi. Je crois que dans leur Djalilou là, ils exposent les chefs de l'État demain des choses. Pour dire, bon, il était dans une mission, il n'avait pas de mandat. Il était dans une mission, je ne sais pas ce qu'il fait entendre par là. C'est leur problème, je comprends. Sous Kabila ici, nous avons vécu les mêmes attitudes, le même comportement. Il y a des gens qui nous disaient, si vous ne voulez pas de Kabila, créez votre propre Congo. Exactement. Nous, ça ne nous impressionne pas ces choses-là. Ah, ce n'est pas nouveau, hein? Oui, c'est pas nouveau. Moi, j'ai pitié des Félix Tshisekedi et de ces hommes. Comment ça? Moi, j'ai l'expérience de fin de pouvoir. Ah, tu as l'expérience? Oui, de fin de pouvoir. De Mobutu. De fin de règne. Voyez-vous, moi, j'étais jeune journaliste. J'ai été aux côtés d'une grande personnalité du régime de Mobutu. Et j'étais avec lui jusqu'à la dernière nuit. Avant l'entrée. Je ne sais pas entrer dans trop de détails. Je sais ce que c'est le pouvoir. Vous en avez l'expérience. Non, je sais. Et les gens, souvent, ne se rendent pas compte quand, finalement, les signaux sont là pour vous dire qu'il est l'heure de passer la main. C'est cela ce qui est dramatique avec le pouvoir. Vous vous enfermez dans une bulle et coupez de toute réalité. Vous pensez que le fait de penser jusqu'à s'enfoncer davantage? Vous dites? L'effet de penser ainsi que non, il doit rester au pouvoir, c'est s'enfoncer davantage. Non, ça sont des proclamations des individus. La réalité, elle est tout autre. Mais c'est cela, ce que j'ai dit. Mais il y a des juristes également qui soutiennent la suspension des mandats en pleine... La question aujourd'hui, c'est de trouver un compromis politique. La question n'est plus d'ordre juridique. Ah, d'accord. La question aujourd'hui, c'est politique. Oui, nous sommes dans une crise. Ah, d'accord. Oui, vous pouvez crier, ainsi de suite. Nous sommes dans une crise. Il faut trouver un compromis politique au mieux des intérêts de tous les partis, mais surtout au mieux des intérêts des Congolais et du Congo. C'est cela, c'est vers ça qu'il faut aller. Et non de proclamations sans fondement pour se satisfaire soi-même, pour se montrer les plus zélés et espérer gagner un galon auprès du chef. Non. C'est ce qui est dramatique, c'est que le pouvoir vous coupe des réalités. Et j'ai l'impression que Félix Tshisekedi est là-dedans. Et si il ne se ressaisit pas, ça sera grave. Ça sera dramatique. On vous reconnaît... Et vous pouvez vous imaginer que vous pouvez vous mettre à la place des Kabilistes et des Kabila. Ils ont cru. Mais je te jure. Exactement. Mais oui, mais écoutez, revenons 8 ans en arrière, c'est la même arrogance. Exactement. C'est des milices ici appelées des bérets rouges, comme on en connaît d'autres aujourd'hui. C'est de l'arrogance. C'est les coups sur coups, ainsi de suite. Des bérets rouges qui sont déployés en plein jour pour intimider les clergés à la paroisse
maire à la cathédrale Notre-Dame. C'est cela. Mike Moukebaye, on vous reconnaît une personne également mieux informée. Est-ce vous pourriez éclairer la lanterne de l'opinion de la population? Est-ce la RDC détient des territoires jadis occupés jadis qui appartenaient au Rwanda et je ne suis pas dans cette polémique-là. Mais une fois, ça fait débat. Non, je ne suis pas dans cette polémique. Paul Kagame l'a dit. Non, je ne suis pas là. Museveni l'a dit. Laisse-moi. Une fois que les frontières ont été tracées, il faut bâtir une armée forte pour défendre cette souveraineté, c'est tout. Le reste, ce sont des discours. Ah, d'accord. Il faut une dissuasion, c'est tout. Même si nous avions pris une partie du Rwanda, mais comme ça a été établi depuis 1960, maintenant là, il faut construire une armée forte. Sinon... C'est fini. Ah, d'accord. Oui. Le reste, ce sont des discours. Les voisins vont continuer à vous embêter. Mais attendez, je ne sais pas comprendre. Les dirigeants congolais, comme nous les Congolais, on n'est pas autant indignés que l'Angola nous pompe notre pétrole au littoral. C'est vraiment le problème. C'est une question aussi de souveraineté. C'est notre territoire en mer. Et l'Angola, qui paraît être un voisin gentil, nous prend du pétrole. Préjudice évalué à 80 milliards de dollars par la Banque mondiale. Ça, on n'en fait pas de débat. Parce que vous êtes un pays faible. Il faut construire une armée dissuasive. Point barre. Quand un voisin dit non, vous savez, la ligne là, osez venir chercher. Si t'es un garçon, comme on dit. Il faut arrêter les discours. Ok? Il y a également... 65 ans, le Congo a connu son apogée avec Mobutu. Ce pays a été une puissance régionale. Ah, d'accord. Et Mobutu lui-même s'est mis à manger ce qu'il avait construit, l'armée, l'administration et les services de renseignement. Et aujourd'hui, nous sommes un pays faible. Je crois que j'ai donné déjà cet exemple-là aujourd'hui. Nous possédions en 1974 des Mirage 2000 qui technologiquement à l'époque étaient les avions de chasse les plus avancés. Ce sont les mêmes avions qu'utilisait l'armée de l'air israélienne. Ces avions venaient d'être mis en service en 1972. 2 ans après, nous avons acquis. Voilà le Congo. Ce n'est pas les discours. Alors, nous avons maintenant là, nous ruiner les pays. Les pays sont affaiblis. Les pays ne disposent pas de moyens. Très vite, on va ajouter sur la question de Kinshasa, mais on finit avec la question dans la guerre dans l'Est. Vous avez suivi, bon, je ne parlerai pas d'une sorte de passe d'armes, quand l'ambassadrice rwandaise qui siège aux Nations Unies affirme qu'ils ont une coordination militaire avec la M23, Nang également confirme cela. Je vois le pouvoir, par l'entremise via ses sympathisants, jubiler en disant que tiens, là c'est fini. Jubiler pour quelqu'un. Pour dire que non, là maintenant c'est clair, le Rwanda soutient... Clair en quoi? Le Rwanda soutient... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oh, il n'y a toi, pas de... Toi, tu ne le savais pas? Le monde ne le sait pas? Ce n'est pas une victoire... Quelle victoire? Diplomatique. Quelle victoire? Quelle victoire? Là maintenant... Quelle victoire? Quel lien établi? Non, attends. Et même il est dit... Attendez. On doit être des gens rationnels et comprendre comment créer un rapport de force face à un voisin et utiliser les leviers diplomatiques pour changer la donne. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait autour d'un accord. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est fait autour d'un accord. L'accord s'appelle l'accord de Washington. Alors si eux, ceux qui jubilent là, peuvent ouvrir l'accord pour insérer les propos de l'ambassadrice rwandaise, bravo à eux. Oh. Si l'accord est hermétiquement fermé, alors ils ne comprennent rien. Si je vous comprends bien, actuellement nous sommes régis par cet accord. C'est cet accord qui est établi maintenant. Donc peu importe ce que les gens pourraient dire à l'extérieur, aussi longtemps ce n'est pas mentionné. Oui. Donc c'est nul. L'accord parle de la neutralisation des FDLR et des levées de mesures défensives. Dites-moi.
Dites-moi. L'accord n'est pas... Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent solliciter de nouvelles négociations pour un accord de Washington bis. Dites-moi. Dis-moi. Donc, bon... Mais dites-moi. Ceux qui savent lire entre les lignes comprennent. Toi, c'est que je trouve de... Non, je la vois en fait un mot fort. Je me suis retenu. Je ne peux pas comprendre qu'un régime devienne les relais des réseaux sociaux. Oh, mais c'est un fait. L'ambassadrice a parlé. Mais je te jure, Chédi, au bout de 2 semaines, on aura tourné la page. Ces propos ne serviront plus à rien. Si c'est dans une logique d'une bataille autour de l'opinion, d'une bataille de communication, oui, vous pouvez dire, nous avons gagné. On peut célébrer la victoire pendant 2-3 jours. Et après, on va passer à autre chose. C'est cela. Alors, Mike Mukebaï, on va finir parce qu'on ne doit pas vous prendre trop de temps. Vous avez d'autres occupations. On parle de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa semble être paralysée par ces contrôles. C'est vrai, les gens sont d'accord. Il faudrait payer des taxes, ainsi de suite, être en règle, respecter les textes du pays. Mais il y a également les coûts qui restent exorbitants, ainsi de suite. Les Kinois se plaignent. Comment Mike Mukebaï pourrait expliquer ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa? Apparemment, les gens paient des taxes. Vous savez très bien, une taxe a toujours la contrepartie. Mais les Kinois ne sont pas... Non, qui sait, Bumba est dans une situation très difficile. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. S'il s'y prend très, très mal, il peut y avoir un tour de flamme. Oui, le problème, c'est lequel? C'est trouver des équilibres entre les réformes à entreprendre et certaines, je ne dirais pas susceptibilité, réalité à prendre en compte. J'allais dire des susceptibilités à ménager, mais l'État n'est pas là pour ménager des susceptibilités, mais des réalités à prendre en compte. D'abord, travailler à recréer la confiance chez les Kinois. Ah d'accord, on doit d'abord travailler à recréer la confiance chez les Kinois en ce qui concerne les civismes. Payer l'impôt, payer la taxe. Le problème, c'est lequel? Moi, je ne condamne pas le Kinois. Ah, d'accord. Des années de gabégie ont fait que les Kinois n'ont plus confiance aux autorités. Ils disent, nous payons, mais regardez, l'état des routes que nous empruntons, que oui, voilà. C'est ça le problème. Tu payes la vignette à $60, mais tu te retrouves avec des amortisseurs cassés. Tous les 3 mois, c'est ça le problème. Alors, il faut assez d'intelligence pour savoir comment y aller. Comment amener le Kinois là où ils n'ont pas de pouvoir d'achat, quand même à répondre aux obligations de l'État, ce qui concerne par exemple les contrôles techniques et les autres exigences. C'est cela, toute l'intelligence. Je me demande s'il va y arriver. Moi, je l'observe. Mais je crois que d'avoir mis trop de pression sur les Kinois à la fois risque de produire l'effet contraire. Vous pensez qu'on devrait sursoir un peu? Non, pas sursoir. Je ne demande pas de sursoir. Peut-être qu'on peut échelonner, on peut y aller 1 mois avec oui, on peut, puisqu'il dit qu'il a mis en place, comment ça s'appelle, une unité permanente de 3000 hommes, il peut y aller en disant, février c'est pour la vignette, mars, oui, il peut y aller ainsi, mais d'exercer une pression comme ça a accru au même moment, ce qui fait $540 à payer, c'est pas évident que le client moyen parvienne à faire face à ces obligations-là. Il peut échelonner ça sur 3-4 mois, en disant le mois de février que nous commençons, nous contrôlons la vignette. Et au mois de mars, nous passerons ainsi de suite. Je crois que là, ça pourra être un peu plus équilibré. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ça fait trop de pression sur les automobilistes à la fois. $540, le kilo moyen, il est trop haut pour payer. Nous, c'est ça. Un fonctionnaire, même un professeur d'université, il touche combien? À peine, je crois, $1200 si je ne m'abuse. Et payer je ne sais à quel taux, c'est ça le problème. $540, j'ai posé un peu la question, les tout fait $540, en tout cas, va chercher au-delà de $500, ça pèse quand même un peu trop. C'est vrai qu'on dira qu'ils ont été négligents, si c'était acquitté déjà avant, on n'en serait pas là à exiger qu'ils payent ça en une fois. Mais il faut tenir compte de ces susceptibilités-là,
pour ne pas avoir à s'exposer à des conséquences inattendues, quoi. Ouais, alors, Mike Moukeba, on va finir, mais j'ai une actualité ici où je vois, là, c'est vrai que c'est pour l'Union sacrée, mais comment vous réagissez quand nous voyons, attends, je dois dire ça, je pense que c'est ça, voilà, ce communiqué d'André Mbata où il informe, il annonce que le président actuel de l'Assemblée nationale fait désormais, il devrait désormais siéger au sein du présidium de l'Union sacrée et faire ce qu'ils appellent le vœu de loyauté ensuite au président de la République. Il y a des polémiques suscitées en disant que comment il fait que le pouvoir législatif puisse être pratiquement là, puisse être inféodé au sein du pouvoir exécutif. Vous partagez l'avis, c'est logique, ça peut se faire dans une... Non, mais la question ne se pose même pas encore à ce niveau-là. Non, moi je ne la vois pas là. Allons-y. Elle peut se poser là, mais je ne la vois pas là. Ah, d'accord. Quand il a accédé à cette fonction-là, en tout cas ce que j'ai entendu, c'est que c'était au nom de l'UNC. Mais c'est cela. Mais l'UNC est déjà représenté dans le présidium de l'Union sacrée par Vital Kamerhe. Maintenant, ils sont en train d'écarter carrément Vital Kamerhe de l'Union sacrée. Ça, je ne sais pas. Ah, donc ça donne cette impression. Hein. Mais si, mais c'est lui le leader de l'organisation. Même s'il n'est plus à la tête de l'Assemblée nationale, il reste le patron de cette organisation. Exactement. Incontestable. Au vouloir mettre... Mais donc c'est de l'écarter, quoi. Moi je vois d'ailleurs la question plutôt à ce niveau-là. Ah d'accord, oui. Là, c'est ça. Oui. Et puis il écrit communiqué très important. Honorable Emebo Jisangara, président de l'Assemblée nationale, nouveau membre du présidium de l'Union sacrée. En sa qualité du président de l'Assemblée nationale élu sur les tickets de l'Union sacrée, l'honorable Emebo Jisangara signera les actes d'engagement et de loyauté à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ensuite, en attendant... Bon, avec Mbata, ben, c'est un gars que j'ai connu, je l'ai beaucoup appuyé, quand nous étions pauvres tous les deux. Très pauvres, alors. Quand vous étiez très pauvres. Oui, tous les deux très pauvres. Il m'a amené boire dans un ganda où il fallait, là-bas, il fallait avoir un éventail. Oh, pour chasser les mouches tout le temps. Mais depuis que sa situation sociale a changé, c'est depuis le même homme. Je ne le suis plus, il n'a plus de logique. Alors, Mike Moukeba, on va finir. Vous pensez également, j'ai vu un groupe d'ONG, également des juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour également mettre... fin à, ou soit annuler ces mémorandums d'entente avec les États-Unis ainsi de suite sur les minéraux. Il n'y en a pas. Je demande aux ONG de se calmer. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Kinshasa s'agit pour rien. Ah, d'accord. Donc il faut aller d'abord du mémorandum d'attente à une convention avec des droits et des devoirs des part et d'autre. Il faut du temps, hein. Cette mémorandum d'entente exige à la RDC de redimensionner sa législation en matière de mines, conformément aux dispositions du mémorandum. Ça prendra une année, peut-être plus. Donc ce n'est pas demain, la veille. Ah, d'accord. Et ensuite, des investisseurs diront, oui, je suis intéressé d'aller au Congo sur tel ou tel projet. Ah, d'accord. Ok. Mais ils peuvent être tranquilles, qu'ils ne s'inquiètent pas beaucoup. Ça ne donnera rien. Oui, ça ne donnera rien. Regardez, j'ai vu la première liste des sites miniers qui ont été présentés, tels que le prévoit le nombre d'entente. Il y a eu des sites miniers qui ont été présentés, déjà des sites miniers éligibles, quoi, à ce memorandum d'entente. Ils ont présenté là-dedans, par exemple, les lithium de Manono, mais tu sais que les lithium de Manono fait l'objet d'un contentieux entre l'investisseur chinois, j'ai oublié le nom, et l'Australienne Azevet. Vous savez qu'il y a un contentieux autour, et que dans l'entretemps, il y a un investisseur américain
Cobalt qui est venu aussi acquérir des parts là-dedans, des actifs de la partie congolaise, de l'État congolais, et que donc le contentieux aujourd'hui se trouve au niveau international et qui n'est pas encore tranché. Mais ils ont présenté les lithium de Manono dans le projet éligible au mémorandum d'entente. Ils ont présenté le cobalt et le cuivre de Mutoshi, mais là-bas encore, il y a un litige. C'est le cuivre et le cobalt de Mutoshi sont gérés par Chemaf, et il y a beaucoup de conflits autour de cette question-là avec d'autres intervenants, d'autres intermédiaires. C'est très compliqué. Ils ont listé les germaniums. Les germaniums, c'est vrai, il faut applaudir, avec la société des terrils de Lubumbashi qui a produit la première cargaison qui a été exportée en Belgique. Mais je m'interroge, je ne suis peut-être pas connaisseur de la question, mais sur cette affaire des germaniums, la Gécalmine, si elle n'est pas en joint venture, mais elle a reçu des fonds d'Unicor belge. Et donc la première cargaison a été acheminée jusque dans les installations d'Unicor en Belgique. Alors si vous listez les germaniums de Lubumbashi dans les projets éligibles au mémorandum d'entente, alors je m'interroge, vous allez résilier le contrat avec Unicor belge. Donc c'est flou tout ça. Il faut demander, et ils peuvent continuer à faire leur travail, des lobbying, moi j'encourage, mais moi je ne m'inquiète pas. Ça, ce sont ce que j'appelle les miroirs aux alouettes que Félix Tshisekedi crée pour nourrir les siens des espoirs. Le premier miroir aux alouettes, c'était les AC allaient débarquer à Bunagana. Ça n'a jamais été fait. Deuxième miroir aux alouettes, c'était la SADC mandat offensif. Rien. Troisième miroir aux alouettes, ça a été quoi? Deal minéré. Mais c'est les deals minérés et contre-sécurité qui a été dégradé. Alors, que vous comprenez les termes que j'utilise. Donc, deal minéré contre la sécurité, dégradé en accord des partenariats stratégiques qui ne signifient rien. J'insiste, ce sont les investisseurs américains qui devront dire je suis intéressé ou pas. Et si les conditions sur terrain ne sont pas réunies, ils ne viennent pas. Tant qu'il n'y a pas d'électricité, tant que vous n'avez pas fini d'implémenter la fibre optique pour avoir Internet au débit, tant que les investisseurs qui viennent ici payent beaucoup plus cher chez les assureurs. Pourquoi? Puisque la République démocratique du Congo est classée pays à risque. Tant que les conditions ne sont pas réunies, les investisseurs ne s'intéressent pas à ce genre de pays. Vous ne pourriez pas partir sans parler, en tout cas en bref, la situation des réfugiés congolais au niveau des Burundi. On apprend beaucoup de choses. Apparemment, il y a carence même en eau potable, carence d'aliments, il y a des désordres là-bas. C'est vrai, on a vu la délégation gouvernementale qui s'était rendue là-bas avec la ministre Eva Zaïba. Mais on apprend toujours des choses. Je ne sais pas, vous avez d'autres informations? Bien. Vous voyez, par exemple, là, vous posez la question des réfugiés. C'est parmi les questions qui constituent les causes profondes de la crise. Nous en comptons comme ça. Oui. Nous en comptons comme ça dans tous les pays limitrophes à l'Est là-bas. Et apparemment, la question n'a jamais préoccupé les autorités congolaises. Je ne parle pas que de Félix Tshisekedi, même aussi du temps de Joseph Kabila. Ça n'avait vraiment pas fait les soucis de Kinshasa. Apparemment, les HCR seraient débordés. C'est pas dizaines de milliers. Alors, la question de réfugiés, si les HCR est débordé, la solution ne peut venir que de nous. La solution ne peut venir que de nous. Elle n'est pas de nous en termes d'intervention, parce que l'État connaît déjà trop de problèmes ici, pour pouvoir avoir des moyens d'intervenir régulièrement. Et d'ailleurs, même pour intervenir, il faut qu'il passe l'État, le gouvernement congolais, par les HCR. Mais ces moyens-là ne sont pas là. Alors, comment résoudre cette question? C'est de ramener la paix. Ramener très vite la paix. Si on est préoccupé par les sorts de ces Congolais-là. Parce qu'on n'a pas le moyen de les prendre en charge. Même si nous pouvons le faire en passant par les HCR, nous n'avons pas ce moyen. Et aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont au Burundi. Il y en a en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, des dizaines de milliers. Moi, j'ai suivi... Abandonnés à leur propre sort. Moi, j'ai suivi, je cite même les médias, j'ai suivi sur TV5 certains Congolais réfugiés au niveau du Burundi qui disent clairement qu'ils étaient en Ouvira
avec les retours des Ouazalènes et ainsi de suite, ces Congolais seraient taxés des pros à ces M23 et ils ne peuvent plus vivre au niveau des Louvira. Ils se sont réfugiés au Burundi. Il y a toute une polémique autour des réfugiés. Des Congolais ont été poussés à l'exil par tel parti pour montrer que l'occupant... ces genres de situations. Non, résoudre ces questions, c'est de ramener très vite la paix. Pour qu'ils retournent chez eux. Il faut ramener très vite. Si nous sommes préoccupés par le sort de ces réfugiés, il faut ramener très vite la paix. Il n'y a que cette voie-là, pas une autre. Ah, d'accord. Tant que la guerre persiste, ou qu'elle se transforme, parce que j'ai l'impression que nous sommes en train d'aller dans une sorte d'une guerre perlée qui s'enlise un peu, et les positions restent figées comme ça, et encore pour de longs mois, c'est encore beaucoup plus grave pour nos compatriotes là. Il faut aller vers la paix pour permettre à ces compatriotes de rentrer chez eux. Merci beaucoup, Mike Mukebayi. Dernière information, la RFI nous informe que le président Félix Tshisekedi reçoit ce jeudi, donc aujourd'hui, nous sommes en train de tourner ces panels composés de 5 anciens chefs d'État du continent, chargés par l'Union africaine d'accompagner les différents processus de paix, Washington, Doha. On va suivre l'actualité et puis après, nous pourrions avoir également l'occasion de recevoir encore l'honorable Mike Mukebayi. Merci d'être passé, le coordonnateur d'Ensemble pour la République Kinshasa. On attend toujours même les retours de Moïse de Katumbi. Les gens se posent également des questions. Visane, je pense, c'est ça en cours, hein, Mike Mukebayi. Écoute, je n'en sais rien. Son visa est toujours... je n'en sais rien. Son passeport, si j'ai fait valide. Un commentaire là-dessus, ça risque de prêter à polémique. Nous espérons que son passeport est valide, qu'il se promène avec ça. Merci beaucoup. Bon, nous, de notre côté, en tant que coordination, je crois, si cet agenda-là reste maintenu, nous donnerons notre première conférence de presse fin avril. Ah, d'accord. Pour montrer aux Congolais qu'il y a lieu de faire l'opposition autrement. Mais si les dialogues pourraient se tenir au mois de février, vous pensez que ça ne serait pas tard? Non, non, non. J'ai un observateur de la scène averti. Il y a certaines informations qui feraient état que le dialogue ne peut pas se tenir au mois de février. Ah, d'accord. Sur le plan pratique, c'est pas possible. Ah, d'accord. Rien que sur le plan pratique. Ah, Doha doit permettre aux belligérants. Ah, en tout cas, Doha a repris. Mais ça peut se faire dans 2-3 jours. Oui, tant mieux. Mais les dialogues lui-même et les travaux préparatoires pour prendre 1 mois ou 2 mois. Ah, le temps de mettre les uns et les autres d'accord autour des différents termes de référence. Il faudra procéder à une mise en commun, dégager un consensus. Qui vient au dialogue, qui sera invité, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, dans les estimations les plus optimistes, moi je peux dire fin avril, sinon on va à juin, sans compter que des pondérables, des impondérables, c'est là, des égos, des humeurs peuvent nous prendre encore du temps. Merci beaucoup Mike Mukebayi. Merci également au président Jimmy Carter, l'assistant fidèle et toujours éternel, même si je voulais dire comme ça, l'honorable Mike Mukebayi. Bonne soirée à toi, président Jimmy Carter, et merci beaucoup à toute l'équipe technique. On va se retrouver très prochainement, le temps que l'actualité puisse également évoluer. Bon week-end, parce que nous tendons déjà à la fin de cette semaine. Je suis Camille Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer autant. On se retrouve prochainement. Au revoir.